Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Dialogue ESG, le podcast qui explore et analyse l'actualité à travers le prisme de l'ESG. Rejoignez-nous pour décrypter les enjeux d'aujourd'hui et comprendre comment ils façonnent un avenir plus durable. Moi, c'est Patrick. Et moi, c'est Dominique. Alors, effectivement, comme tu le mentionnes, Patrick, l'idée du podcast, c'est qu'en lisant la presse, en écoutant les médias, on identifie des thèmes qui soient fortement liés à l'idée qu'il y ait un dérèglement climatique et que ce dérèglement climatique ait des impacts majeurs. Là, cette fois-ci, c'est toi, Patrick, qui as identifié, en écoutant la radio-télévision suisse romande, un thème particulièrement intéressant. En effet, donc la nouvelle, c'était que Porsche, donc le groupe Porsche, le constructeur de voitures, va perdre entre 1 et 2 milliards à cause d'une usine de production d'aluminium qui se trouve en Valais. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas très bien la Suisse, le Valais, c'est un des cantons en Suisse. C'est un canton qui est le long du Rhône. Donc, le Rhône, avant qu'il se lance dans le lac Léman et pour ensuite se déverser à travers la France jusqu'en Méditerranée, il passe par le Valais. C'est une grande vallée qui est entourée de montagnes. Donc, voilà. La première chose qu'on apprend, c'est que Porsche utilise une usine en Valais pour fabriquer des composants en aluminium dont il a besoin pour la construction de ses voitures. Rien que ça, en tant que tel, c'est toujours intéressant de voir en fait qu'il y a du savoir-faire en Suisse, même pour construire des voitures, alors qu'on n'en construit pas même. Et ensuite, ça nous amène à se demander déjà, qu'est-ce qu'ils font dans cette usine? Et comme tu disais, Dominique, quel est le rapport en fait avec toute la notion ESG, environnementale? Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux choses? Et je crois qu'on peut dire que oui, non? Donc Alors effectivement, je pense que le rapport par rapport au changement climatique est assez évident. Ce qui renforce encore plus ici la surprise générale, c'est l'impact financier que finalement une inondation a pu avoir sur la société Porsche. Parce que souvent, en fait, il y a des événements climatiques et on en parle moins, ils sont moins médiatisés parce que l'impact financier n'est pas de cette ampleur. ouais. Donc effectivement, le point de départ, c'est que en Europe continentale, il y a eu beaucoup de pluie ce printemps. Dans les montagnes, il y a eu beaucoup de glissements de terrain, il y a eu beaucoup d'inondations. Et donc cette partie de la Suisse, qui s'appelle le Valais, qui est une vallée, a eu beaucoup d'eau, trop d'eau par rapport à ce qu'on pouvait absorber. Et il y a eu des inondations dans la partie basse de la plaine, si on veut. Donc cette usine qui produit de l'aluminium a été inondée et a été mise complètement à l'arrêt. Elle sera encore à l'arrêt, en tout cas tout le mois d'août. Et la reprise aujourd'hui prévue en septembre, mais c'est pas encore garanti. Donc c'est vraiment un événement climatique qui n'avait jamais eu lieu avant, qui influence en fait d'une manière significative un grand constructeur. Peut-être qu'on peut juste repartir un petit peu en arrière pour expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que l'aluminium. Donc, qu'on a besoin d'aluminium dans les voitures, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on construit l'aluminium, enfin comment se produit, pardon, l'aluminium. Là, je reviens un petit peu sur mon expérience que j'ai eue moi avec un client qu'on a en Roumanie, qui est un gros producteur d'aluminium. Et déjà, on voit que il y a aluminium et aluminium. C'est-à-dire que le client qu'on avait en Roumanie, il produit un aluminium épais qu'on va plutôt utiliser dans la construction. Et on a donc plusieurs types d'aluminium, plusieurs qualités d'aluminium qui, pour certaines, sont moins de la production de masse, mais peut-être plus de l'aluminium fin, comme celui qui est utilisé en Valais. Alors bon, pour produire de l'aluminium, il y a différentes étapes, mais l'étape qui nous intéresse le plus ici, c'est la partie électrique. Donc pour produire l'aluminium, dans l'étape de production, il y a de l'électrolyse. Et, donc l'électrolyse, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'électricité. J'ai pas les données de la consommation d'électricité de cette usine en Valais,
Et je me souviens qu'en Roumanie, les 2 usines que gérait notre client consommaient à peu près 8% de toute l'électricité consommée en Roumanie. Donc on se rend vite compte quand même que pour produire de l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité. Et dans les montagnes en Suisse, on produit de l'électricité, majoritairement de type hydraulique, et ça, soit avec l'écoulement d'eau, donc on a des barrages, et puis on fait descendre l'eau, ça fait tourner les turbines, ça crée de l'électricité. Ou alors on peut utiliser ces barrages aussi pour des fonctions de batterie, hein. C'est-à-dire que quand on a trop d'électricité, on fait monter l'eau, quand on a besoin d'électricité, on la fait descendre, et ça permet en fait à des usines qui se trouvent en contrebas de bénéficier d'une électricité qu'on pourrait d'une certaine manière qualifier de verte. Mmh. D'ailleurs, pour faire référence à ta question initiale, c'est vrai que j'ai répondu sous l'angle du risque climatique. Effectivement, Porsche a été, confronté à un risque climatique, mais j'aurais pu répondre également sous l'angle de la production d'aluminium est un énorme consommateur, d'électricité et donc producteur, de gaz à effet de serre, dans le monde et donc Porsche sous l'angle de l'ESG, se sont dit comment et où j'arrive à trouver un fournisseur qui est capable de me produire de l'aluminium qui serait moins émetteur de CO2. Et de ce point de vue-là, ils ont fait l'exercice. C'est le fameux exercice de double matérialité, c'est qu'ils ont fait l'exercice en se disant notre impact est trop important, essayons de chercher une piste pour que notre impact soit moins conséquent tout en, si je me rappelle bien de ce que tu m'as dit, diminuant le poids de la voiture avec un nouvel alliage qui a été inventé dans le Valais. Effectivement, ça c'est la deuxième partie en relation avec l'ESG. Donc la possibilité d'avoir un aluminium plus fin et tout aussi résistant. Et apparemment, donc ils ont fait des recherches ensemble avec cette usine, donc Porsche et cette usine, pour améliorer la qualité de cet aluminium et donc finalement rendre leur voiture plus légère en étant tout aussi solide. Ce qui évidemment un avantage puisque plus la voiture est lourde, plus elle va consommer d'énergie pour se déplacer. Donc voilà, donc c'est probablement un peu ces 2 choses, même si c'est vrai que le CEO, Oliver Blume, le CEO de Porsche, il met surtout en avant la qualité de l'aluminium. Et je pense indiscutablement, à un moment ou à un autre, Porsche aurait pu ou a probablement dans ses calculs pris en considération aussi la qualité, si on veut, de l'électricité. Malheureusement, ça a eu un effet pervers qui sont rendus dépendants d'une seule usine aujourd'hui. Et c'est là peut-être l'autre partie de l'ESG, c'est que ce qu'on demande aux entreprises, c'est quand même une diversification. Et s'ils n'arrivent pas à faire une diversification, c'est la possibilité de rajouter du stock. Et là, on voit que l'usine s'arrête et en fait toute la chaîne de production s'arrête d'un coup. Et on peut quand même se poser la question, pourquoi il n'y a pas une erreur stratégique qui a été faite et pourquoi est-ce qu'elle a été faite? Je pense pas que ces gens, ils n'ont pas pensé à toutes sortes de choses. Ils ont peut-être pas anticipé une telle inondation, un tel arrêt, ok, mais ils doivent quand même, en principe, pour une entreprise comme celle-là, avoir des mesures ou en tout cas des scénarios qui pourraient envisager cette situation. Là, je me demande, Dominique, toi qui connais bien quand même, qui a discuté avec beaucoup d'entreprises, comment quelque chose comme ça est possible? Ouais. Alors effectivement, c'est assez intéressant, de prendre l'ESG dans sa globalité et surtout de prendre un peu de recul parce que tout au départ, il y avait vraiment un exercice de communication et le risque principal pour la société était un risque de réputation et donc un risque financier. Donc l'entreprise se décide à faire de l'ESG principalement pour diminuer le risque financier associé en fait à la réputation qu'elle peut avoir ou qu'elle peut mettre en danger. Les directives européennes ont forcé les acteurs récemment avec la directive CSRD à prendre une deuxième dimension qui est la dimension d'impact. Donc là, ils leur ont dit, bon, c'est très bien votre réputation, c'est très bien les risques financiers, c'est très bien de prendre en considération les risques business, mais d'un point de vue impact, c'est une deuxième dimension dont il faut tenir compte, parce que si vous continuez à détruire la planète
sans la recycler, à un moment ou un autre, le business sera plus possible. Donc là, Porsche a bien fait l'exercice en se disant, ah oui, notre impact est très élevé dans la production d'aluminium, donc on va chercher à diminuer cet impact. Et de ce point de vue-là, ils répondent très bien aux attentes des directives européennes. En réalité, c'est une équation avec 3 variables, parce qu'il y a une troisième variable qui est la gestion du risque. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus opérationnel. Donc c'est vrai que dans l'impact, on a aussi tendance en fait à parler de risques, mais c'est souvent des risques macro. Là, par contre, quand on parle de gestion du risque, et dans le cas de Porsche, on est vraiment sur des risques micro, c'est-à-dire que euh, pays par pays, région par région, usine par usine, il faut être très attentif à des risques qui pourraient se produire et surtout qui pourraient se produire de manière plus fréquente à cause du dérèglement climatique. Et en réalité, c'est vrai qu'on dit ils sont dans le Valais, les inondations n'ont pas eu lieu depuis longtemps. Néanmoins, c'est une vallée qui est sujette à inondation et il y en a eu énormément et à chaque fois, il y a eu des projets d'amélioration des infrastructures pour que les inondations ne se reproduisent pas, mais le dérèglement climatique amplifie les événements climatiques et donc ils auraient quand même pu se douter que ce risque, même si la probabilité était faible, pourrait se produire. Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait dans un siège en Allemagne. C'est quelque chose qui doit être fait par une personne opérationnelle au niveau de la région, parce que finalement, c'est elle qui connaît les incidents. Et peut-être que une autre usine, il y a quelques années, a été confrontée à ce type d'incident. Et donc, la personne responsable de la gestion des risques localement doit scanner tous les incidents qui se passent dans sa région et se dire, est-ce que cet incident peut se produire pour nous? Si la conclusion c'est non, là on est vraiment sur quelque chose de particulier, ça ne peut pas se produire pour nous. Très bien. Mais si on se dit, ok, c'est pas la même branche, mais ils ont eu un problème majeur, ça peut se produire chez nous. Là, il faut commencer à mettre en place des plans de traitement de ces risques. Atténuation, Et rémédiation. c'est qui aurait fait cette analyse du risque? Parce que, enfin, l'entreprise donc qui offre un service à Porsche, elle n'a pas forcément intérêt à dire attention, chez nous il y a un risque, il faut vous diversifier parce que finalement ils ont meilleur temps de garder toutes les affaires pour eux. Donc ce serait probablement plutôt quelqu'un de chez Porsche ou mandaté par Porsche qui serait quelqu'un de la région et qui voudrait dire attention, cette usine où d'ailleurs j'ai peut-être un copain qui travaille, bah, c'est un risque pour vous, il faut absolument vous diversifier. Donc comment est-ce qu'on arrive vraiment concrètement à mettre ça en place? Ouais. Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante et la réponse est ça doit être traité des deux côtés, mais pas forcément de la même manière et pas forcément pour les mêmes raisons. Porsche, lui, doit dire j'ai un risque critique dans ma chaîne d'approvisionnement et Et ce risque est critique parce qu'il y a déjà eu des incidents d'inondation dans cette région. Les événements climatiques vont s'amplifier. Il pourrait de nouveau y avoir des incidents. Donc, je dois traiter ce risque d'un point de vue business, soit en ayant plus de stock, soit en diversifiant mes approvisionnements. Du côté de Novelis, eux, ils doivent l'aborder différemment. L'incident de départ est le même. Ils doivent se dire, je risque une inondation. Donc, je dois faire attention pour avoir un plan d'atténuation ou de rémédiation ou de reprise le plus adapté possible pour que je puisse réagir rapidement lorsque je suis inondé, parce que il est probable que je ne puisse pas empêcher totalement le fait d'être inondé, mais par contre, il faut que j'ai que j'ai un plan de reprise qui soit le plus efficace possible pour justement atténuer ça. Et pourquoi je dois atténuer ça? C'est parce qu'en fait, il y a un effet cascade. C'est qu'aujourd'hui, les clients de Novelis, voire même peut-être les employés, ont perdu en partie confiance en la société. Parce que les Ouais, clients se clairement. disent, oula, cette société risque d'être inondée. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable de travailler avec la société? Donc, en plus de risques climatiques classiques liés à l'inondation et au fait que l'usine est arrêtée un certain temps, il y a peut-être aussi un risque business ou un risque d'une certaine manière de réputation où les gens vont se dire,
cette usine, elle a un double problème en fait. C'est que, un, elle n'a pas de plan de reprise efficace, et deux, elle risque d'être inondée à nouveau. Ouais, clairement. C'est vrai que enfin, si je cherche un producteur d'aluminium, je vais faire attention à celui-ci parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Euh, et donc, ils ont, enfin, leur réputation est clairement entachée, ce qui est pas bon pour le business. Et ce qui va probablement se passer, c'est que Porsche va accélérer. Je suppose qu'il est de toute façon à un moment ou à un autre prévu de diversifier cet approvisionnement. Enfin, je l'espère pour eux. Et s'ils l'avaient pas, en tout cas, ils vont le mettre en place. Et s'ils l'avaient, ils vont clairement l'accélérer. Ça c'est indiscutable, ce qui finalement est une perte de revenus pour le producteur d'aluminium. Ça c'est une évidence. Et Ouais. En tout cas, on voit de manière intéressante la partie vraiment aussi sociale de la composante sociale de ça, c'est que alors bien sûr dans l'usine tout est à l'arrêt. Bon, je pense que les gens sont occupés à nettoyer. On a vu d'ailleurs sur des images à la télévision, hein, ils sont en train de nettoyer tout le gravat de l'usine. Donc probablement que les personnes ont été réaffectées à de nouvelles tâches, mais on a quand même en Allemagne des usines Porsche qui elles sont probablement aussi à l'arrêt. Et toutes ces personnes-là, ben d'une manière ou d'une autre, faut les mettre au chômage partiel en tout cas. Il y a probablement des aides d'État, encore que l'État peut se dire, bon non, vous avez pris trop de risques, c'est votre problème. Enfin, mais la partie sociale qui est quand même clairement impactée par cette histoire. ouais. Souvent, au niveau du risque, on a tendance à dire que quand un risque se matérialise, mais qu'il est totalement isolé, il peut avoir un impact important, mais sous contrôle. Par contre, quand un risque se propage, c'est-à-dire que le risque se matérialise, il impacte autre chose, un autre risque se matérialise, et en cascade, différents éléments de la chaîne de valeur sont touchés. Là, on est sur un risque qui a une composante plus systémique, et dans le risque systémique, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Et là, on est, Mm. avec le meilleur exemple qu'on puisse imaginer, sur la crise des subprimes. Puisque évidemment, la gestion du risque, c'est quand même quelque chose qui vient du monde financier. Et dans la gestion du subprime, on est vraiment sur quelque chose où un petit événement de crédit aux États-Unis a failli détruire le système financier dans sa globalité. On pourrait penser que le système financier étant beaucoup plus intégré, ça ne pourrait pas se produire dans le monde industriel, mais faisons attention quand même à l'explosion des événements climatiques et des événements géopolitiques associés eux-mêmes aux événements climatiques qui pourraient engendrer une, oui, une chaîne de risques et rendre par moment l'ensemble systémique. Bon, le Covid, c'est un bon exemple aussi, hein. Là, on était sur du risque systémique. Tout d'un coup, plus personne ne pouvait travailler dans le monde entier. Mais bon, ça, j'imagine que ça ne va pas se Effectivement. produire Ouais. de sitôt. Mais par contre, c'est vrai que quand un risque est systémique pour une société comme Porsche, si une société concurrente est mieux préparée et moins exposée, là, on est sur des risques systémiques quasi vitales pour la société qui est touchée par rapport à ses concurrents. Effectivement, effectivement. Bon, magnifique. Excellente discussion sur ce sujet. Merci de nous avoir écoutés. Merci et nous nous réjouissons de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle histoire.